Voilà, je vais vous expliquer un peu ce que c'est que l'algèbre. Historiquement, l'algèbre a été découvert dans les années 1825 par le mathématicien persan Al-Khwarizmi. Et donc, l'origine du mot vient de deux mots, al-jabre, qui signifie réunion des morceaux, connexion, calcul d'héritage, arpentage, les échanges commerciaux. Ça, c'était pour la fonction du livre. Donc, en fait, qu'est-ce que l'algèbre au départ? Ben, c'était pour résoudre, par exemple, des problèmes d'héritage. Quand on avait un multiple terrain ou plein de possessions, comment faire pour diviser en trois, en quatre parties égales. C'était pas simple au départ quand on ne connaissait pas les bases de l'algèbre. Puis aussi pour les échanges commerciaux, le troc, les échanges commerciaux. Combien ça fait 3 moutons de chèvre pour 2 chameaux et 4 barriques de lait? Comment s'échanger tout ça de façon la plus équitable possible? Voilà la base de la découverte de l'algèbre pour résoudre ce type de problème. Après, il y a eu plein de péripéties dans l'histoire de l'algèbre, mais je vais vous donner que les grands noms, que ceux qui ont fait des découvertes les plus fondamentales qui ont révolutionné l'algèbre. Bon, on pourrait en citer plus, hein, mais je n'ai choisi qu'un petit panel, parce que l'histoire de l'algèbre est pharaonique. Donc, après Al-Khwarizmi, il y a eu Descartes, qui a introduit, parce qu'avant on écrivait en toutes lettres les mathématiques. Chaque mot, chaque phrase décrivait tous les symboles mathématiques. Donc Descartes a introduit la notation, le symbole d'une variable. Il a introduit ce qu'on appelle maintenant typiquement le X, l'inconnu. Ce fut une véritable révolution conceptuelle. Bon, après, en algèbre classique encore, il y a deux grands noms qui sont Gauss et Lagrange. Carl Friedrich Gauss, qui le premier a démontré un algorithme algébrique pour résoudre un certain type de problème d'équations linéaires à n variables et à p inconnu. Ce fut une véritable révolution. Puis après, il y a eu Lagrange, qui s'est posé la question, l'interrogation sur les conditions d'un problème. Sur est-ce que ce problème, dans quel espace il vit ce problème? Quel est le minimum d'opérations élémentaires qu'il faut? Ce fut aussi cette interrogation sur les conditions d'un problème, une avancée pharaonique. On a commencé à se poser des questions sur la profondeur de l'algèbre grâce à Lagrange. Puis après Lagrange vient l'algèbre moderne avec Abel et Galois. Galois a été le premier mathématicien à définir ce que c'est qu'une structure algébrique. Et en particulier, c'était la théorie des groupes, un groupe. Qu'est-ce qu'un groupe? Je vous ferai une vidéo plus tard pour vous l'expliquer. C'est la première fois qu'on introduit une structure algébrique en mathématiques. Donc, ce fut une véritable révolution. Et d'ailleurs, au passage, il a introduit cet outil pour résoudre un vieux problème. C'est qu'on savait résoudre toutes les équations polynomiales de degré inférieur ou égal à 4, mais malheureusement, personne n'y arrivait pour le degré supérieur ou égal à 5. Et Galois est arrivé avec sa théorie des groupes, entre autres, et a démontré l'impossibilité de résolution quadratique des équations polynomiales de degré supérieur ou égal à 5, ce qui d'un coup a rendu plein de mathématiciens au chômage dans cette spécialité.
Puis vient Abel, où ce fut le premier génie à avoir compris qu'on pouvait démontrer que certaines choses sont impossibles. Par exemple, un truc élémentaire, c'est que le carré d'un nombre réel n'est jamais négatif. Si vous essayez de trouver le carré d'un nombre réel qui est négatif, Abel pourra vous dire, mais c'est impossible. En revanche, les experts en mathématiques savent qu'il n'y a pas que les nombres réels, et il y a des nombres imaginaires, tels que i carré égale moins 1. Puis après, dans les révolutionnaires, il y a eu Émile Noether, peut-être la plus grande mathématicienne de tous les temps. Elle a introduit l'idée de l'abstraction en algèbre pure. Elle a introduit ce qu'on pourrait appeler les algèbres abstraites. Ça, ce fut aussi une révolution conceptuelle. On pouvait faire de l'algèbre abstraite, plus faire de l'algèbre concrète, plus donner du sens forcément aux objets qu'on manipule, mais réfléchir sur des lois générales sans se préoccuper de quel objet on traite. Ce qui fut un saut conceptuel dans la généralité. Puis après, vers les années 1930, Birkhoff a introduit ce qu'on appelle maintenant les algèbres généralisées. Et pour ça, il a introduit la théorie des treillis, qui est en fait une approche combinatoire de l'algèbre abstraite. Bon. De là, il en a déduit plus tard son algèbre universelle, carrément. Maintenant, on sait parler de l'algèbre universelle en mathématiques. Et en 1948, il a démontré le théorème de représentation d'une algèbre comme union sous-directe d'algèbres sous-directement irréductibles. Waouh! Alors ça, c'est un monument des mathématiques et c'est pas simple à comprendre. Mais en gros, ce que ça dit, c'est que on arrive à calculer des choses hyper complexes en les décomposant en sous-parties élémentaires, les moins complexes possibles. Puis Marshall Stone, en 1934, a fait le pont entre les algèbres de Boole et la théorie des ensembles. Et donc la fusion de ces deux approches a fait que la théorie des treillis est devenue en quelque sorte une algèbre de l'algèbre. C'est qu'on a réussi à faire l'algèbre de l'algèbre. On a réussi presque à faire une gigantesque tautologie, que des vérités, de la notion d'algèbre, qui est philosophiquement la décomposition en éléments simples. Et après, on étudie toutes les relations qui existent entre ces éléments simples et les lois qui les gouvernent. Et le dernier génie, peut-être grandiose de l'algèbre, c'est Alexandre Grothendieck, qui a développé approfondi la théorie des catégories et des schémas. Et maintenant, vous avez un petit aperçu de ce que c'est que l'algèbre.